Bienvenue à Parlons Sécurité. Mon nom est Graziella Charles. Mon invité aujourd'hui est Bruce Lapointe, coordonnateur des mesures d'urgence de la sécurité civile et de la sécurité intérieure pour les CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Bruce, bienvenue à Parlons Sécurité. Merci, Mme Charles. Donc, dites-nous ça, comment se fait-il que le Canal D ait décidé de faire une série documentaire sur nous, les agents de sécurité? Mais en fait, c'est notre service de communication qui a approché Bell Media, en fait, pour leur dire que le CIUS Centre-Sud avait un modèle de sécurité qui était très novateur dans le réseau de la santé et possiblement même dans le réseau de la sécurité globalement au Québec. Hey, salut les agents de sécurité du Québec, j'interromps Parlons Sécurité 30 secondes juste pour vous demander de commenter, liker ou partager cette vidéo. Ça va nous aider à battre l'algorithme de YouTube. Donc, commentez, partagez, likez cette vidéo. De retour à Parlons Sécurité. Et puis, c'est là que les gens d'une boîte de production nous ont rencontrés. Et puis, on a parlé un petit peu de ce qu'on faisait au quotidien. Le centre opérationnel de sécurité, les patrouilles, qu'on est responsable de 174 bâtiments, des CHSLD, des CLSC, 2 hôpitaux, tous les centres jeunesse de l'île de Montréal. Alors, on leur a expliqué un peu notre mandat au sens large, qui inclut aussi la sécurité civile, les mesures d'urgence. Et puis, ils ont été très impressionnés par la largeur de notre mandat. Mais c'est pour, on ne s'est pas arrêté là. Dans le fond, on a continué, on a expliqué comment chacun des 21 000 employés du CIUS Centre-Sud travaille pour assurer la sécurité des usagers, parce que c'est vraiment notre priorité, la sécurité des usagers, des employés et de n'importe qui met les pieds dans nos installations. C'est vraiment la sécurité qui est notre priorité. Donc, comment est-ce que les bénévoles font de la sécurité? Comment est-ce que l'employé d'hygiène salubrité assure la sécurité? On s'entend que tous ces gens-là n'ont pas des permis du BSP, puis ce n'est pas des tâches de sécurité telles que définies par le Bureau de la sécurité privée. Mais dans un combat contre la COVID, par exemple, le gars qui désinfecte, il assure la sécurité des usagers justement en désinfectant. Donc, on y a été vraiment, vraiment dans le sens très, très large de la sécurité. Et la boîte de production et Bell Media a sauté à pieds joints sur l'opportunité de faire Montréal sous surveillance, décliné sur 13 épisodes. 13 épisodes, OK, je ne savais pas que c'était autant que ça. Non, félicitations, c'est très bien, puis ça va donner une belle ouverture du domaine là, aux autres, autant aux téléspectateurs que nous-mêmes qui sommes dans la profession. Donc, merci pour ça. Le titre de votre poste laisse sous-entendre que vous ayez un lot de responsabilités. Pouvez-vous nous décrire un peu votre rôle et vos tâches? Oui, effectivement. En tant que coordonnateur des mesures d'urgence de la sécurité civile et de la sécurité intérieure, vous le mentionnez bien, le mandat est excessivement large. Alors, mes journées, comme beaucoup de mes collègues, sont très occupées, très chargées. Je vais commencer par ce qui est peut-être familier pour vos auditeurs, là, la sécurité intérieure. Bon, bien évidemment, avec 174 bâtiments, les enjeux de sécurité intérieure, que ce soit les rondes, la sécurité du périmètre, barrer, débarrer les portes, donner accès, faire l'accueil des visiteurs et des usagers, effectivement, ça fait partie du mandat. Le CIUS Centre-Sud embauche en temps normal environ 180 agents de sécurité, tous sites confondus. Et durant la COVID, on est monté à plus de 400, là, environ 15 000 heures semaine d'agents de sécurité pour assurer des postes de contrôle et de lavage des mains, par exemple, qui assurent le contrôle la contrôle des infections, pardon. Alors, le côté sécurité intérieure, c'est tout au niveau des opérations de sécurité aussi, tout ce qui est vol, enquête, pour agression. On travaille beaucoup en partenariat avec les services municipaux, la police, le SPVM. Et puis, les relations de travail aussi, parce que, ça arrive que des employés commettent des délits. Donc, on travaille avec les relations de travail, les différents syndicats pour faire les enquêtes. On est plutôt autonome à ce niveau-là. Évidemment, quand c'est une enquête criminelle, c'est transféré au corps policier, là, mais les enquêtes administratives qui sont faites, donc ça, c'est géré à partir de chez nous. Alors, c'est le côté sécurité intérieure vraiment au sens large.
Ensuite, il y a le volet mesures d'urgence. Donc, pour ceux et celles qui travaillent dans le réseau hospitalier, vous êtes tous familiers avec les codes de couleur qui se trouvent sûrement derrière votre carte d'accès. Les codes rouges, les codes verts, les codes jaunes, les codes bruns, si j'en passe. Toute la planification. Okay? Qu'est-ce qu'on fait durant un incendie? Qu'est-ce qu'on fait durant un code blanc? Qu'est-ce qu'on fait durant un code noir, un code argent, et ainsi de suite? Ça, c'est tout détaillé et c'est enseigné chez nous. Donc, moi, je suis responsable d'une équipe de professionnels qui travaillent aux mesures d'urgence et aussi à la prévention des incendies. J'embauche des préventionnistes incendies qui déterminent en fait tous nos protocoles de réponse pour ces codes-là et aussi donnent la formation à l'ensemble de nos employés. Vous conviendrez que former 21 000 employés, c'est pas simple avec les taux de roulement et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur des formations à distance, des fascicules de formation autogérés, des guides qu'on distribue. Donc, l'équipe des mesures d'urgence, c'est vraiment son mandat. Et aussi, elle fait des enquêtes. Ça arrive qu'on a des incendies dans nos sites causés par de la mécanique défectueuse ou même des personnes vulnérables qui peuvent essayer de mettre le feu dans nos bâtiments. Bien, toute l'enquête de recherche et cause incendie, c'est géré par notre service. Donc, on est très, très autonome à ce niveau-là. Et aussi, une autre mesure d'urgence qu'on gère, par exemple, c'est ce qu'on appelle nos plans particuliers d'intervention. Pour, par exemple, la chaleur accablante l'été. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a une grosse tempête de neige ou un plan particulier d'intervention sur une pénurie d'eau, par exemple? Vous savez, la ville de Montréal arrive, puis pour une raison X, doit couper l'eau pour l'hôpital Notre-Dame. C'est catastrophique. Là. Alors, comment est-ce qu'on gère un hôpital sans eau potable? Ça, c'est les professionnels au niveau des mesures d'urgence qui vont faire cette planification-là. Ça m'amène aussi, le volet mesures d'urgence amène aussi le volet sécurité civile. Le meilleur exemple que je peux donner d'un événement de sécurité civile, c'est la pandémie. Okay? Ça touche monsieur, madame, tout le monde. On doit mettre en place des mécanismes pour protéger la population. L'ouverture d'une clinique de vaccination, c'est un enjeu, c'est un défi de sécurité civile. Alors, mes équipes sont impliquées avec le personnel clinique à ouvrir justement ces cliniques-là. L'hiver, il y aurait par exemple une crise du verglas numéro 2. Pour ceux qui sont assez vieux pour avoir connu la première crise du verglas en 98, si je me rappelle bien, là, c'était quand même quelque chose. Il y a eu des ouvertures de sites temporaires d'hébergement. Bon, ben ça, ce volet-là, c'est de la sécurité civile et le volet santé de la sécurité civile relève justement de ma coordination pour le territoire du CIUS Centre-Sud. Un autre exemple, il y aurait une tuerie dans une école, un tireur actif par exemple, dans une école d'un territoire, sur mon territoire en fait, du CIUS Centre-Sud. C'est nous qui serions responsables d'envoyer des infirmières et puis du personnel psychosocial faire l'évaluation justement des victimes et puis apporter le soutien psychologique aux personnes victimes du tireur actif. Donc, le mandat est très, très large, tant au niveau des opérations, de la planification stratégique, planification tactique aussi, sur tous les niveaux. Là. Donc, moi, mon but, là, c'est de protéger l'organisation, les employés, les usagers et ceux aussi qui sont sur le territoire du CIUS Centre-Sud. OK. Ah, c'est très vaste comme poste. Et puis, durant la COVID, ça n'a pas... ça ne devait pas chômer trop là, de votre côté. Ça a été, je pense, la plus grosse mesure d'urgence que j'ai eu à gérer. J'en ai géré pas mal plus qu'une, mais celle-là, c'était quelque chose. En tout cas, dans le temps, là, ça a été la plus longue à gérer, ça, c'est ça. OK. Très bien. Et puis, donc, vous mentionnez CIUS. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un CIUS et quels services ils sont rattachés? Oui, un CIUS, c'est un acronyme, en fait, pour un Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux. Il y a une trentaine de CIUS et de 6 à la grandeur du Québec. Il y a certains CIUS là, qui n'ont pas de U parce qu'ils n'ont pas d'affiliation universitaire. Nous, dans notre CIUS à nous, on a une affiliation universitaire, donc ça veut dire qu'on peut recevoir des stagiaires, par exemple, d'un programme de médecine, d'un programme de soins infirmiers. Donc, nous, on est rattaché à l'Université de Montréal. C'est juste ça qui fait la différence là, entre un CIUS et un CIS. Bref, un CIUS, c'est
une grosse machine administrative qui est responsable de faire fonctionner des établissements de santé. Puis chez nous, c'est de la naissance jusqu'à la mort. Puis je m'explique. On a des maisons des naissances, on a des centres jeunesse, on a des CLSC, des CHSLD, des centres de réadaptation en dépendance, des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et des hôpitaux et des CHSLD. Donc, si vous êtes sur le territoire montréalais et vous avez besoin de soins de santé, il y a des très, très bonnes chances que vous passiez dans un de mes établissements. Alors, un CIUS, c'est ça, ça gère justement la prestation de services au niveau des soins de santé. Très bien, très bien. Et puis, donc, c'est vraiment le milieu de la sécurité qui est impliqué dans les CIUS, c'est vraiment le milieu de la santé, des services sociaux, milieu hospitalier. Oui, exactement. Et puis, ce qui fait un petit peu la différence chez nous, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est que nous, on a organisé nos services de sécurité un peu comme un 911 interne, autour d'un centre opérationnel de sécurité. On a effectivement des agents de sécurité dans nos sites, des agents dans les hôpitaux, ainsi de suite. Je suis persuadé qu'il y a certains de vos auditeurs qui travaillent ou ont travaillé dans le réseau de la santé. Ce qui fait la différence chez nous, c'est que, bon, on a un centre opérationnel de sécurité, une patrouille sur la route. Donc, on a un numéro de téléphone unique, une espèce de 911 interne, qu'une personne, peu importe l'installation où elle est, qui est des agents de sécurité ou pas, ils peuvent appeler là, ça sonne à un endroit, et puis la personne prend l'appel, rouvre le rapport d'événement et est capable d'envoyer un patrouilleur rencontrer la personne. Toutes les caméras sur l'ensemble de nos sites, tous sites confondus, on a au-dessus de 1000 caméras. Toutes ces caméras-là sont feedées, excusez l'expression, au centre opérationnel de sécurité. Donc, l'opérateur qui se trouve au COS est capable de voir des caméras de l'hôpital de Verdun, l'hôpital Notre-Dame, des CHSLD, et ainsi de suite. Est capable de débarrer les portes à distance pour l'ensemble de ces installations-là aussi, parce que mon service est aussi responsable de l'émission des cartes d'accès et la programmation des cartes d'accès. Alors, on fonctionne toutes par carte, j'allais dire magnétique, mais je trahis mon âge en disant ça, là, mais c'est des cartes RFID. Là. Donc, toutes nos installations fonctionnent comme ça. Donc, mon service est responsable pour l'impression, la programmation, tout le cycle de vie d'une carte d'accès, on fait ça aussi. Okay. Donc, ce que vous voyez derrière moi, là, comme je mentionnais tout à l'heure à vous, Mme Charles, c'est en fait les plans architecturaux du futur centre opérationnel de sécurité qui est présentement en construction. On a un centre opérationnel de sécurité qui est rendu trop petit pour nos besoins. Donc, le CIUS a investi une somme assez importante d'argent pour créer un centre opérationnel de sécurité de presque 15 000 pieds carrés. Et puis, c'est vraiment la fine pointe de la technologie. Et on est un des seuls CIUS. En fait, il y a 2 CIUS au Québec qui ont un centre opérationnel puis une patrouille. On est un de ces 2-là. On a été les premiers à avoir ça, puis on continue à innover. Vous savez, dans mon service, il y a 2 choses qu'on ne dit pas. On ne dit jamais non, puis on ne dit jamais je ne le sais pas. Puis donc, ceci, ça, c'est peut-être un conseil que je donne à vos auditeurs, là, comment avancer justement en sécurité. Bien, ne dire jamais non, puis dire jamais je ne sais pas, avoir cette curiosité-là, ce désir d'aider, ça ouvre énormément de portes. Donc, c'est des choses. Regardez mon service, quand on a commencé en 2015, avec la création des CIUS, justement, on était dans un mode de sécurité plus classique. Hein, les rondes, le bord des barres, les portes, la surveillance de caméras. Mais ayant un centre opérationnel où il y a quelqu'un 24 heures sur 24 qui peut faire quelque chose, qui peut répondre et qui peut agir, bien, il y a plein de fonctions cliniques qui sont venues se rattacher. Okay. Et je vais vous donner un exemple, si vous permettez. Et en même temps, ça va vous donner une idée un petit peu de notre philosophie chez nous. On a déjà eu un appel d'un centre d'hébergement à 3 heures du matin pour nous dire qu'il nous manque des culottes d'incontinence. Les usagers n'ont plus de culottes d'incontinence un samedi à 3 heures du matin. L'opérateur au centre opérationnel m'appelle et dit là, on ne commencera pas à livrer des couches quand même. J'ai dit oui, tu vas livrer des couches, puis je vais t'expliquer pourquoi. Okay? Le fait que, bon, peut-être quelqu'un n'a pas fait sa job et pas livré assez de couches pour que le centre d'hébergement passe la fin de semaine, on réglera ça lundi matin. Présentement, le problème, c'est qu'on a une éclosion de gastro-entérite dans un CHSLD. La gastro-entérite, c'est très contagieux.
Et puis, pour certaines personnes immunosupprimées ou personnes âgées, ça peut être mortel. Quelqu'un peut se déshydrater au point qu'il en meurt. Okay? Et puis aussi, comme c'est très contagieux, les personnels infirmiers peuvent avoir ça aussi. Alors, si l'éclosion de gastro-entérite explose parce qu'on n'a pas assez de culottes d'incontinence pour, permettez-moi, contenir tout ça, je vais avoir des infirmiers qui vont tomber malades, je vais avoir des gens qui vont tomber malades, qui vont manquer le travail. Avec la pénurie de main-d'œuvre, ça va être l'enfer. Les problèmes vont être exacerbés. Je pourrais facilement régler ça en allant livrer une boîte de couches de culottes d'incontinence. Alors, pour moi, ça, c'est de la sécurité. Okay? Donc, mes équipes l'ont très bien compris, ça. Alors, on voit des enjeux de sécurité en général où le commun des mortels n'en verra pas. Alors, nous, c'est quoi notre mandat? C'est d'assurer la sécurité et le bien-être de nos usagers, peu importe la façon dont on le fait. Si on est capable de faire quelque chose, on le fait. Très bien. Oui, j'ai vu le lien pendant que vous l'expliquiez. C'est vraiment de prévenir un problème avant qu'il arrive, là. Puis le problème peut être réglé très facilement, là, comme vous mentionnez. Absolument. C'est souvent, bon, OK, j'entends souvent, ben c'est pas ma job. OK, je suis d'accord que tout le monde a des mandats, puis il faut respecter les descriptions de tâches, puis tout ça. Mais j'ai toujours apprécié les gens qui sont capables de dire, OK, oui, mais moi, ma job, c'est pas juste débarrer des portes ou ce que le BSP détermine étant la description de poste d'un agent de sécurité. Moi, mon travail, c'est d'assurer la sécurité de mes patients, de mes usagers. Si je peux contribuer de quelque façon que ce soit en mode urgence, il faut le faire. On doit le faire. Puis, évidemment, on fait attention de ne pas créer d'abus ou parce que, vous savez, moi, j'ai commencé ma carrière comme agent de sécurité. On m'en a demandé des vertes et des pommures. Bruce, es-tu capable de passer la mop parce que la flaque d'eau à terre, c'est un enjeu de sécurité? Je l'ai entendu, celle-là, puis oui, je l'ai faite. Okay? Mais je me suis arrangé après pour que les personnes qui avaient cette responsabilité-là, l'hygiène salubrité, prennent en charge ça plus tard, puis que ça ne devienne pas une habitude que l'agent de sécurité est obligé de faire ça. Okay? Ces pièges-là, je les connais. Okay? Et puis, je suis très à l'affût, justement, des demandes parfois bizarres que les agents de sécurité peuvent avoir. Et puis, je défends beaucoup mes équipes là, pour justement qu'ils prennent ce qui leur appartient. Et ça, c'est un autre point. Là. Je voudrais juste vous interrompre 2 petites secondes parce que vous avez mentionné quelque chose d'intéressant. Vous avez dit, à 2 reprises, en fait, vous avez mentionné que on va régler le problème maintenant, puis on va s'occuper de pourquoi le problème est arrivé plus tard. Absolument. Donc, c'est ça qui permet que vous déchargez dans le fond, que vous n'allez pas répéter cette action-là à long terme. Comme vous dites, la mop, je vais la passer, mais après ça, on va aller voir les concierges, puis on leur dire pourquoi que ça s'est arrivé, puis régler ça. Là. Donc, c'est très important ce que vous mentionnez. Ouais. C'est très important que les usagers ou notre clientèle ou notre communauté, puis je vais utiliser le terme communauté dans un sens très large. Moi, la communauté, c'est tout le monde qui met les pieds dans mes installations. Okay? C'est très important pour moi que la communauté ne paie pas ou ne subisse pas les effets négatifs d'une mauvaise planification ou d'une mauvaise communication. Tu sais, quelqu'un qui glisse sur une flaque d'eau, qui se casse une jambe, moi, je ne fais pas ma job. OK? Non, j'en étais. En anglais, on dit you know it, you own it. OK? Donc, on est conscient d'un problème, on le voit, nous avons une responsabilité d'agir. Okay? Ça ne veut pas dire que cette responsabilité-là ne sera pas partagée plus tard et qu'il y a des choses qui ne se seront pas réglées en groupe. Là, okay? Je ne porte pas le monde sur mes épaules. Là. Mais si j'ai si je vois quelque chose, je dis quelque chose et j'en suis responsable le temps que je transfère cette responsabilité-là. Excellent. Parlons un petit peu du centre opérationnel. En fait, j'aimerais parler du centre opérationnel, des patrouilleurs et des agents de sécurité et intervenants. Oui. Donc, pour le centre opérationnel de sécurité, quel est le titre officiel de cette position? En fait, nous, on a ce qu'on appelle les contrôleurs patrouilleurs. Okay? Vous savez, on a commencé en 2015. C'était un petit peu improvisé. Okay? Parce que moi, je provenais d'organisations qui avaient des centres opérationnels, mais plus pour 1 ou 2 installations.
Okay? Un centre opérationnel pour 174 installations dans le réseau de la santé, ça n'avait jamais été vu. Okay? Alors moi, j'ai décidé de traiter mon organisation comme une petite ville. Alors, j'ai créé un 911 interne. Alors, j'ai recruté des gens qui avaient travaillé dans des postes de garde ou des centres opérationnels dans d'autres entreprises, par exemple. Je ne les nommerai pas, mais dans d'autres entreprises, d'autres grandes entreprises qui avaient des centres opérationnels. Je les ai débauchés, je les ai emmenés chez nous. Et je leur ai dit, regarde, on va monter un centre opérationnel. Alors, on a monté un centre opérationnel un peu improvisé avec les meilleures pratiques qu'on avait à l'époque. Et puis, on a fonctionné longtemps par, bon, on va spécialiser des gens. Les gens qui sont au centre opérationnel, ils sont spécialisés là-dedans. Et on s'est rendu compte que c'était très difficile pour quelqu'un qui était au centre opérationnel d'avoir un sens de comment c'était à l'hôpital Notre-Dame ou comment c'était à l'hôpital de Verdun ou comment c'était dans un CHSLD parce qu'il n'y avait jamais mis les pieds. Alors maintenant, depuis 1 an, on fonctionne en mode rotation. Alors, on a un superviseur de corps qui est responsable de dire, OK, toi, agent A, aujourd'hui, tu vas faire de la patrouille. Agent B, tu vas rester au poste. Agent C, tu vas rester au poste toi aussi. Et il fait une rotation comme ça. Alors, ça permet à tout le monde d'être familier avec les opérations au centre opérationnel, bien évidemment, mais aussi de connaître le terrain. Donc, ça fait d'eux meilleurs contrôleurs. S'ils connaissent le terrain, ils sont capables de guider soit les employés qui appellent ou les nouveaux agents sur des sites. On a créé vraiment une profondeur comme ça. Puis, ayant une rotation assez régulière, tu travailles une journée au poste, une journée sur la patrouille, ben, ça fait en sorte que les gens se spécialisent de façon égale relativement. Okay? Et ça fait aussi en sorte que ça fait du bien de prendre l'air de temps en temps. Okay? Ce n'est pas toujours le fun de travailler dans un centre opérationnel. Écoutez, c'est 11 000 appels par mois, le centre opérationnel de sécurité. Pour vous donner un comparatif, Urgence Santé, que tout le monde connaît, reçoit 24 000 appels par mois. Donc, nous, on en reçoit 11 000. On n'est pas Urgence Santé. On est quand même un peu plus petit que ça. Ça roule. C'est du 200, 300 appels par jour. Moi, j'ai déjà vu un quart de travail à aller pas loin de 300 appels. Okay? C'était très, très, très occupé. Donc, ça fait du bien sortir, s'oxygéner le cerveau, voir autre chose. Je ne dirais pas que la patrouille, c'est plus tranquille, c'est autre chose comme job, mais ça fait du bien de sortir dans le quatre murs. Donc, on a remarqué que la qualité de vie des agents de sécurité était de loin augmentée avec ce modèle-là. OK. Intéressant. C'est bien, oui. C'est sûr que c'est bien de faire, de voir un peu de tout et puis comme vous dites, de prendre de l'air, là. Ça doit pas être, ça doit pas être facile quand même, là, de répondre. J'imagine que c'est des appels qui sont pas. C'est pas des appels, hey, comment ça va, là? C'est des appels critiques. C'est ça, exactement. Je dirais pas que c'est un environnement à haut stress, mais c'est un environnement à hautes attentes. Alors, les gens, quand ils vous appellent, c'est pas comme le 911 où c'est une question de vie ou de mort, quelqu'un est en train de se faire poignarder ou des choses comme ça. C'est très, très rare qu'on ait des appels comme ça. Sauf que les gens, quand ils vous appellent, ils ont toujours un problème. Il fallait que ça soit réglé hier. Donc, ça, c'est souvent le type d'appel. Alors, les gens, même si la vaste majorité reste polie, il y en a des fois qui sont sur les nerfs. Donc, il faut apprendre à travailler puis à vivre avec ça, puis à gérer ça. Donc, oui, c'est un poste à haute attente. Puis, c'est un poste aussi où les gens au centre opérationnel doivent être très autonomes sur la gestion des choses. Okay? Je donne par exemple, ce n'est pas juste des appels, oui, c'est Jacques des services techniques, est-ce que tu pourrais me débarrer une porte à distance? Il y en a des appels comme ça, mais ce n'est pas juste ça. C'est des gens qui vont vous appeler, vont dire, bon, ben, moi, je suis dans le stationnement d'un centre de réadaptation, puis je viens de me faire voler mon catalyseur. Okay? Qu'est-ce que je fais? Bon, bien là, vous allez contacter le 911, vous allez parler aux policiers, vous allez faire une réclamation avec vos assurances, ayez tel document préparé. Nous, on va vous envoyer le patrouilleur, faire un rapport d'événement, je vais prendre vos noms, votre coordonnée. Il y a un accompagnement de tout le processus qui doit être fait par l'opérateur. Puis, contrairement à ce qu'on a dans une centrale 911 à Urgence Santé, par exemple, où tous leurs protocoles sont clairement définis sur leur outil de travail, le centre opérationnel, les gens, il n'y a pas une situation qui se ressemble. Tout est différent tout le temps. Okay? Donc, la personne doit vraiment, vraiment savoir s'adapter, improviser. Donc, elle doit vraiment
très bien connaître son organisation, les outils qui sont mis à sa disposition. Il faut être très, très vite. Alors, c'est sûr que, bon, elle doit aussi savoir se retourner vers son superviseur, demander du coaching, mais c'est un travail pour ceux qui aiment résoudre des problèmes. Si tu aimes te casser la tête, tu es à la bonne place parce que tous les jours, c'est toujours quelque chose de différent. Et on a eu, bon, du vol de sac à main, ça c'est relativement commun, jusqu'à la menace terroriste. On a géré en 5 ans ou 6 ans 2 menaces terroristes crédibles qu'on a dû gérer avec les services de police. Donc, c'est toutes sortes de choses comme ça qui sont vues. Puis aussi, pour terminer, j'arrive avec les agents de site. Évidemment, on a des agents dans nos hôpitaux, dans nos centres de réadaptation qui font un travail. Avant que vous passiez, j'ai juste terminé, parce que en fait, je voulais savoir, donc, les tâches du centre opérationnel de sécurité, donc, c'est des gens qui vont répondre aux appels. Est-ce qu'ils ont d'autres tâches aussi, comme la surveillance caméra? Oui, bien sûr, bien sûr. Ils font, en général, là, j'ai minimum 3 personnes qui travaillent toujours au centre opérationnel. Deux contrôleurs et un superviseur. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'échangent. OK, toi, tu vas être sur l'actif, puis moi, je vais être sur le préventif. Alors, l'actif va prendre les appels téléphoniques, gérer les petits cas. Le préventif, lui, va regarder les caméras, sortir les problématiques, s'informer des nouvelles directives qu'il vient d'avoir, relire ses plans particuliers d'intervention pour être sûr qu'il est à jour. Ça va être le bout plus, justement, je regarde ce qui s'en vient, tandis que l'autre, lui, il gère ce qui arrive. Okay. Et puis, ils vont se switcher ça. Ils peuvent se switcher ça 3-4 fois dans le même quart de travail, tout dépendant du niveau d'activité, parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est très, très important pour moi que les opérateurs ne se brûlent pas, parce que ça prend plusieurs mois à être à l'aise. Alors, les opérateurs qu'on a, on les chouchoute parce qu'on veut les garder longtemps. Et on sait que ce n'est pas un travail évident parce que, comme dans la sécurité au grand complet, c'est jour, soir et nuit. Okay? Donc, c'est pas évident de trouver du personnel de nuit. Donc, on essaie d'en prendre soin. On les forme adéquatement, on les encadre adéquatement. On essaie de leur donner le meilleur environnement de travail possible. Donc, c'est en raison pour ça qu'on a déménagé le centre opérationnel de sécurité. On voulait donner justement un bel environnement de travail aux gens qui viennent travailler chez nous. Très bien. Et puis, vous mentionnez la formation. Donc, pour devenir, excusez-moi, le titre, c'est pour devenir opérateur? Oui, contrôleur, patrouilleur, oui. Contrôleur, patrouilleur. Donc, est-ce qu'il y a des formations que ces personnes-là peuvent prendre avant de se présenter à vous, ou ils sont formés sur place? Ils sont formés sur place parce qu'on est tellement spécifique à nos activités. C'est sûr que quelqu'un qui arrive avec un bagage, par exemple, une formation en répartiteur médical d'urgence. Déjà là, il y a une très bonne base parce qu'il apprend la priorisation des appels, la gestion du stress, comment bien communiquer avec une personne au téléphone. Tu sais, ce genre de choses-là, il arrive déjà avec une très bonne base. Mais c'est plutôt rare qu'on a ce genre de candidat-là parce que, bon, ces gens-là se dirigent vers des centrales 911 municipales. Aussi par le fait que des centrales comme la nôtre, il n'y en a vraiment pas beaucoup ailleurs. Alors, c'est méconnu. Les gens ne connaissent pas cette avenue-là de travail. Alors, naturellement, ils ne vont pas vers nous. Donc, il faut essayer de les recruter. Mais non, ils sont formés. Il y a une semaine, il y a un 40 heures de formation théorique avec un formateur dans une salle, ce qu'on appelle notre simulateur de COS. On a une salle qui est arrangée exactement comme le centre opérationnel, mais qui sert de simulation seulement. Donc, on forme les nouveaux dans ce site-là. Un formateur les suit pendant une semaine. Il y a un 40 heures sur tous les équipements électroniques, comment répondre au téléphone, comment notre système de caméra contrôle d'accès fonctionne. La mission aussi, le CIUS, c'est quoi un CIUS, comment ça fonctionne, les organigrammes. Ça, il y a un 40 heures juste de ça. Et ensuite, il y a un autre 40 heures d'accompagnement au vrai centre opérationnel, un par un, avec un contrôleur où la recrue est assise à côté du contrôleur, écoute les appels et participe à la gestion des appels. Après ça, la nouvelle recrue est embarquée sur la rotation avec des patrouilleurs, avec des opérateurs, mais il n'est jamais seul. On ne laisse jamais personne seul au centre opérationnel. Ça arrive jamais là. Il est toujours accompagné de quelqu'un.
Donc, pour être 100% à l'aise, c'est sûr que ça dépend des capacités de chacun. J'ai des gens qui ont compris ça en 1 mois, qui étaient complètement autonomes. D'autres, ça a été beaucoup plus long. Mais je dirais qu'en général, là, pour être, ouais, je suis confiant d'être capable de gérer mon corps de travail sans toujours demander à mon partner. Là, ça prend un bon 3 mois de travail. OK. Wow. C'est quand même long. Je comprends pourquoi vous les chuchotez. Vous voulez pas qu'ils partent. C'est long parce que c'est très éclectique, justement, la nature Ouais, du travail. je comprends. C'est, Il y a pas de les- procédure. Tu peux pas vraiment mettre une procédure en place, puis c'est ça, voilà. parce qu'il y a trop de demandes variées, je suppose. Voilà. Vous savez, OK. un incendie, par exemple, dans un CHSLD versus un CLSC, c'est complètement différent. Ça reste un incendie, mais comme je dis souvent, c'est le sinistre qui va dicter la réponse. Tu sais, je vois des gens souvent, moi, collés sur une procédure, ben oui, mais ton feu sur une île déserte ou dans un bâtiment à 20 étages, c'est un feu pareil, mais ce n'est pas en tout le même contexte. Alors, il faut que tu sois capable de t'adapter. Alors, les contrôleurs, il faut vraiment qu'ils soient capables de s'adapter. C'est pour ça que c'est important qu'ils connaissent leur bâtiment, qu'ils sortent sur la route, qu'ils aient rencontré les gens, qu'ils connaissent le plombier, le gars qui passe la mop, tu sais, bon, qu'il y ait des bons contacts avec eux. C'est pour ça qu'on les fait sortir sur la route de temps en temps pour qu'ils deviennent des meilleurs contrôleurs. Très bien. Et puis, vous parlez de route, donc les patrouilleurs, eux, quelles sont leurs tâches? Oui. Nous, on est le CIUS Centre-Sud, de par sa nature, on a ce qu'on appelle un volet régional. Habituellement, il y a 5 CIUS sur l'île de Montréal. Okay? Le CIUS du Nord, le CIUS de l'Ouest, le CIUS Centre-Ouest, le CIUS de l'Est et le CIUS Centre-Sud. Tous les autres CIUS, à part nous, ils ont une localisation géographique très bien définie. Okay? Notre territoire, nous, c'est de la rue A jusqu'à la rue B. Okay? Puis tous leurs bâtiments sont à l'intérieur de ça. Nous, on a un volet régional. Ça veut dire qu'on a des bâtiments. Oui, on a une localisation géographique, mais on a des bâtiments d'un bout à l'autre de l'île de Montréal. Les centres jeunesse, par exemple, il y a Cité des Prairies qui est à Pointe-aux-Trembles, et puis j'ai Rose-Virginie Pelletier qui est à Pierrefonds. Donc, c'était un bout à l'autre de l'île de Montréal. Donc, nos patrouilleurs voyagent d'un bout à l'autre de l'île de Montréal, font à peu près, mon Dieu, je dois mettre à peu près 90 000 km par année sur chaque voiture. Ça roule beaucoup. Okay. Alors, ce qu'ils font, les patrouilleurs, ils font des visites préventives. Ils font des interventions directes dans nos bâtiments. Okay? Quelqu'un appelle, oui, je me suis fait voler mon téléphone cellulaire, bien, on vous envoie quelqu'un faire un rapport. Ou on a un incendie à telle place, vous envoyer le patrouilleur nous supporter. Oui, c'est beau. Il fait aussi beaucoup de la prévention et de l'intervention au niveau de la clientèle itinérante. Okay? Nous, dans notre volet sécurité civile, prendre soin de la clientèle itinérante fait partie de notre mandat. Donc, quand il fait très chaud l'été, le patrouilleur, que ce soit en auto ou en vélo, parce qu'on a des patrouilleurs à vélo aussi, fait la tournée des parcs, des ruelles, sous les ponceaux, sous les ponts, et va porter de l'eau à la clientèle itinérante. On rencontre un itinérant, on va le voir. Est-ce que ça va bien? Ouais, j'ai vraiment chaud, ça ne va pas bien. Je dis, ben, viens une bouteille d'eau. As-tu besoin d'un transport à l'hôpital? Ouais, je ne vais vraiment pas bien. Parfois, on appelle le 911 pour toi. On s'assure que tu es transporté à l'hôpital. Et non seulement ça, on appelle l'hôpital et on dit, OK, il y a M. X qui s'en vient, préparez-vous à l'accueillir. On l'a trouvé à tel endroit, on vous l'apporte. Okay, donc, le patrouilleur, c'est le genre de choses qui fait une approche très, très humaine, très altruiste. Nous, on a une approche en sécurité qui est possiblement diamétralement opposée à ce que beaucoup de services de sécurité font. Puis je vais utiliser des termes crus. Là. Nous, les expulsions en coup de pied dans le derrière, on n'en fait jamais. Okay? Si on doit expulser quelqu'un, on va le sortir du site, mais on va essayer après de le reprendre en charge, de le calmer à l'extérieur du site, de le reprendre en charge pour le rentrer dans notre continuum de service. Le meilleur exemple que je peux donner de ça, c'est que il y a quelques années, il y a quelqu'un qui venait voler des ordinateurs à l'hôpital Notre-Dame. Alors, on a monté une équipe pour pogner le gars qui volait des ordinateurs. On l'a pogné, on appelle la police. Bon, il est arrêté, judiciarisé, il passe devant le juge. Et le juge dit, OK, pourquoi vous volez? Bien, je vole pour payer ma dépendance. Parfait, voulez-vous vous en sortir? Oui, j'aimerais beaucoup m'en sortir. Parfait, le juge il dit, je vais vous envoyer dans un centre de réadaptation pour dépendance. Ce site-là est chez nous. Alors, le même gars qu'on a pogné à voler notre stock, on le reprend dans un autre de nos sites et puis on lui donne des services de santé. Alors,
on le sait que la clientèle vulnérable va nous revenir. Alors, on les traite bien, même quand eux ne nous traitent pas bien, on les traite bien parce qu'on sait que plus tard, dans une autre vie ou dans un autre moyen, on va les revoir dans notre service. Alors, on n'expulse pas les gens pour s'en débarrasser. On le sait qu'ils vont revenir. Parce que nous, c'est la clientèle vulnérable qu'on gère. Alors, c'est comme ça c'est l'approche qu'on a chez nous. OK. C'est une très belle approche. Je savais pas, puis c'est très bien en fait, puis c'est logique en même temps. Vous savez qu'ils vont revenir anyway, fait que aussi bien mieux de les traiter comme... C'est pas l'approche toujours la plus simple, OK? Parce que tu mets quelqu'un dehors, tu t'en débarrasses, tu n'y penses plus, tu retournes dans ton affaire. C'est une approche qui prend beaucoup plus d'efforts, qui est longue dans la laine, ça prend de la formation, puis ça ne marche pas toujours. Hein? Ça arrive des fois qu'on traite des gens puis qu'ils retombent dans leur dépendance ou qu'ils retombent en itinérance. Mais il faut célébrer chaque petite victoire, puis c'est l'approche qu'on prend chez nous. Parfait, très bien. Et puis maintenant, donc la principale différence entre les agents de sécurité puis les intervenants qui sont à des postes dans des sites précis. Quelles sont les différences de leurs tâches? En fait, votre question est très large parce qu'il y a différents types d'intervenants. Il y a des intervenants plus cliniques, là, les infirmiers, infirmières, travailleurs sociaux, psychologues. Je ne parlerai pas de ces intervenants-là parce que c'est clair la différence entre eux et un agent de sécurité. Si je prends, par exemple, ce qu'on appelle les agents d'intervention en jeunesse, okay? Les agents d'intervention dans les centres jeunesse, par exemple, eux s'habillent en civil pour justement créer des liens avec les jeunes. Les agents d'intervention en centre jeunesse, là, ils jouent au basketball avec les jeunes. Ils vont participer au programme clinique de réinsertion du jeune. Okay? Donc, c'est pas une sécurité de gros bras qui arrive là quand le jeune se désorganise. Au contraire, ils ont une approche qu'on pourrait qualifier de plus clinique. Mais cette approche-là, c'est une approche que j'applique aussi à mes agents de sécurité dans mes hôpitaux, dans mes centres d'hébergement, et ainsi de suite. Oui, c'est vrai qu'avant, c'était une sécurité. On arrive là sur un code blanc et on maîtrise la personne. Maintenant, tous les agents sont formés Oméga, pacification, puis ce n'est pas la sécurité qui va leader l'intervention. C'est le personnel clinique qui lead l'intervention. Ou, dans la majorité des cas, c'est la personne qui a le meilleur contact avec la personne qui se désorganise. Alors, si je suis en psy, par exemple, puis la personne qui se désorganise, la personne avec qui elle s'entend le mieux, c'est le gars d'hygiène salubrité. Regarde, je vais demander, le gars d'hygiène salubrité, tu peux-tu venir? Viens y parler. OK? Nous, on va s'assurer qu'il ne te cause pas de mal, là, mais c'est toi qui as le meilleur contact. Es-tu capable de lui parler? Es-tu capable de le raisonner, de le calmer? Si la réponse est oui, on va inclure cette personne-là. Okay? Une des dernières choses qu'on veut faire, là, c'est de coucher quelqu'un sur le dos, puis mettre les menottes, puis risquer de le blesser ou faire une contention. Ça arrive que c'est nécessaire. Okay? Mais la pacification, là, ça passe toujours par une intervention clinique en premier. Et puis, on forme nos agents de sécurité pour se rapprocher justement du clinique. On s'approche sur la mission et les valeurs de l'organisation. On ne va pas à contre-courant de ça. On va avec le courant. Puis jusqu'à maintenant, là, on a beaucoup réduit les accidents de travail. Les agents qui se blessaient dans les interventions, on a réduit ça à presque nul. Il y en a presque plus. Okay? Avant que j'arrive, c'était endémique. Là. Il y en avait tout plein. Maintenant, il n'y en a presque plus. Parce que les agents ne se mettent plus à risque comme ça. Puis ils apprennent que la pacification, là, ça porte des résultats. OK. Donc, juste pour résumer, pour que l'auditoire comprenne bien là, la différence. Donc, lorsqu'un agent d'intervention, donc c'est vraiment quelqu'un qui va être plus moins imposant avec un uniforme, va être habillé en civil, il va côtoyer un peu les usagers. Et puis, l'agent de sécurité, lui, va être... est-ce qu'il est porté à intervenir physiquement? Est-ce qu'il peut... Oui, il peut être porté à intervenir physiquement. Par exemple, en centre jeunesse, c'est juste des agents d'intervention. Il n'y a pas d'agents de sécurité proprement dit en centre jeunesse. Okay? Les agents de sécurité sont dans les centres hospitaliers, les centres de réadaptation. Mais ils ont sensiblement la même approche. Sauf qu'on s'entend que les gens qui sont dans les hôpitaux, on ne joue pas de game de basket avec eux autres. Okay? Mais on a quand même la même approche altruiste, accompagnement. Vous savez, j'ai des agents de sécurité en CHSLD. Okay? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'avoir un agent de sécurité dans un centre d'hébergement? Okay?
Ben voyons donc, c'est toutes des personnes âgées. C'est pas vrai, ça. La clientèle se diversifie en CHSLD et elle se complexifie. Je gère un CHSLD, moi, que la moyenne d'âge, c'est de 53 ans. Okay? Moi, là, j'ai un accident d'auto et puis je finis paraplégique, puis ma famille n'a pas les moyens de me mettre dans une résidence privée ou s'occuper de moi. Il y a des très bonnes chances que je finisse en CHSLD. J'ai toute ma tête, mais je n'ai pas mon corps. Okay? Alors, ça amène des dynamiques particulières, ça amène des dynamiques de consommation, de drogue ou d'alcool. Puis il ne faut jamais oublier qu'un CHSLD, c'est un milieu de vie. Les gens, ils sont chez eux. Alors, ce que vous faites chez vous, vous avez le droit de le faire en CHSLD. Alors, ça amène plein de dynamiques. Les agents qui travaillent en CHSLD ne sont pas répressifs. Ils sont là justement pour accompagner, aider, oui, des fois, pacifier des chicanes entre usagers. Donc, ça prend des gens qui sont, qui ont, oui, un fond très travailleur social, je veux dire. Okay? Oui. Mais ils doivent évidemment faire d'autres tâches de sécurité, barrer, débarrer les portes, faire des rondes de garde, intervenir sur les incendies, gérer le panneau d'alarme incendie. C'est ça, c'est des tâches qu'ils doivent faire, procéder à l'expulsion de visiteurs violents ou quoi que ce soit. Ça peut arriver aussi. Là. Mais il faut qu'ils aient quand même un grand côté, grand frère, grande sœur avec certains usagers, justement, pour créer des bons liens, parce que ces gens-là vivent chez eux, ne sont pas en prison. Fait qu'on ne veut pas des gardiens de prison. On veut des voisins bienveillants. Donc, c'est un peu l'approche que les agents ont en CHSLD, puis dans beaucoup d'autres installations aussi où la clientèle est vulnérable. OK. Très bien. Là, ça donne vraiment une belle... on comprend mieux les différences. Merci pour ça, Bruce. Ça me fait plaisir. Donc, merci pour toutes les informations qui ont été données aujourd'hui. C'était très, très intéressant. J'ai une petite question à vous poser, une question que je pose à tous les invités à Parlons Sécurité. Je voudrais savoir, pouvez-vous me nommer une action concrète qui pourrait être faite pour améliorer l'industrie de la sécurité au Québec? Écoutez, ça, c'est une question piège, en fait. Non, c'est une très, très bonne question. Et là, c'est un terrain glissant un peu, mais écoutez, dans ma carrière, parce que moi, j'ai commencé ma carrière comme agent de sécurité, j'ai gravi des échelons, justement, en me challengeant, en disant jamais non, en ayant très peur des fois de dire, OK, est-ce que je m'embarque vraiment là-dedans? Est-ce que je l'essaye? Et puis, je vois que je travaille beaucoup pour professionnaliser le travail d'agent de sécurité. Avoir un code déontologique serait très intéressant. Avoir puis je sais comment que le Bureau de la sécurité privée fonctionne avec le décret, et ainsi de suite. Puis ce que je trouve très dommageable, c'est que des gens qui se forcent pour aller chercher un AEC en sécurité industrielle ou même un bac en sécurité et études policières, le décret s'applique à eux aussi. Il n'y a pas il n'y a pas de carotte pour dire, ben, regarde, moi, si j'étudie fort et que je vais me chercher des qualifications, que je vais avoir un meilleur salaire ou des meilleures opportunités en partant qu'un agent de sécurité qui a fait son 70 heures de formation. Alors, c'est le fun, le décret. Ça assure un revenu de base pour tout le monde. Ça, c'est très bien. Mais j'aimerais voir tout le dossier de primes. Tu sais, les dossiers de primes, j'aimerais ça voir beaucoup retravailler, voire bonifier. Ça paraît drôle d'un client dire ça, mais moi, je suis prêt à payer pour des agents de qualité. Malheureusement, parfois, le décret ne me le permet pas. Il y a des gens que j'aimerais payer 30 $ l'heure. Le décret ne me le permet pas. Alors, ça, j'aimerais voir ça évoluer. Okay? Parce que présentement, je trouve que ça ne répond pas assez aux besoins de l'industrie. Autre chose, puis là, je l'ai de mon point de vue client, il y a beaucoup d'amateurisme des fois en sécurité. Et c'est un peu dangereux, puis je ne blâme pas les agents de sécurité, pas du tout. Vous savez, vous allez chez le dentiste, OK? Vous rentrez dans son cabinet, vous voyez des diplômes, vous dites, bon, ben cette personne-là, elle est apte, elle connaît, c'est une professionnelle en dentisterie, OK?
Un agent de sécurité à 70 heures de formation avec une uniforme, je m'excuse, mais c'est difficilement un professionnel de sécurité. Malheureusement, les gens qui regardent des agents de sécurité ont des attentes des fois trop élevées par rapport à ce que l'agent de sécurité peut donner parce qu'il n'y a pas eu assez de formation, on n'a pas assez développé ses compétences. Donc, il est habillé en professionnel de sécurité, mais il n'est pas outillé pour livrer. Et j'aimerais voir justement que ce soit le ministère de la Justice ou un autre organisme comme ça, professionnalise justement, crée différents types d'emplois, par exemple, okay? Qu'on puisse avoir des techniciens en prévention sécurité, par exemple, ou quelque chose comme ça. Voir des offres de services au niveau des écoles de formation, voir des meilleurs salaires aussi. Parce que je sais que les salaires d'agents de sécurité, c'est pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gens qui réussissent à vivre à 46 45 000 $ par année. C'est pour ça que chez nous, on donne le maximum de primes qu'on peut pour que les gens puissent aller chercher des salaires décents. Mais ce n'est pas tous les clients qui sont comme ça. Puis il y a beaucoup de clients, c'est ben moi, je paye le décret, puis c'est tout, puis je m'attends à avoir un professionnel en sécurité. Malheureusement, ce n'est pas comme ça. Donc, les attentes versus l'offre, il y a une grosse différence entre les deux. Alors, j'aimerais voir dans les années futures que le domaine, puis je ne sais pas de quel côté ça va se faire, mais que l'offre et la demande se balancent, dans le fond, par rapport aux attentes. Parce que je me revois comme agent de sécurité quand j'ai commencé, puis je n'avais pas de formation en sécurité, moi, quand j'ai commencé. Moi, j'ai un bac en histoire. Okay? J'ai commencé ma carrière un peu atypiquement. Mais quand je vois un agent de sécurité qui a son secondaire 5 et 70 heures de formation se faire mettre énormément de pression par un site pour faire des interventions, des plans de sécurité incendie, appliquer, pratiquement éteindre le feu, je fais, pauvre gars, vous lui en mettez beaucoup sur les épaules, vous mettez des attentes excessivement élevées sur ses épaules. Puis le pire, c'est que vous ne le défendez pas s'il fait une gaffe. Il est le premier crucifié, la tête en bas, excusez, là, mais il est le premier à qui on jette le blâme, puis c'est pas de sa faute. C'est pas la faute de l'agent que le domaine est où est-ce qu'il est. Okay? Il y a des discussions à avoir de haut niveau dans les différents ministères, que ce soit à la justice ou à l'éducation, pour remettre ça comme il faut sur les rails. Donc, en gros, c'est ce que j'aimerais voir améliorer dans les prochaines années. OK. Ben, c'est des excellents points, monsieur Lapointe. Je ne pourrais pas mieux dire. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et puis, particulièrement le fait que, oui, on en demande beaucoup aux agents de sécurité. Ils ne sont pas formés adéquatement. Et puis ensuite, c'est les premiers cruciés s'il y a un problème. Ça, je suis 100% derrière vous avec cette mention. Alors, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on a fait chez nous, c'est que moi, des retraits de contrat, j'en signe presque jamais. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai signé un retrait de contrat. C'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes. C'est la formation, on en assume beaucoup. J'ai une entente avec l'agence. Je suis très bien servi par mon agence. Je ne fais pas partie des clients qui sont tout le temps en train de chialer après l'agence de sécurité. Comme je vous dis, j'ai été agent de sécurité, j'ai été même directeur de compte pour une agence. Donc, je connais les deux volets. Je sais dans quel business, dans quel environnement ils travaillent. Alors, je suis compréhensif. Je sais très bien que ce n'est pas en prenant un agent de sécurité et en le foutant en dessous des bras, des roues de l'autobus qu'on va régler le problème. On met beaucoup d'efforts dans la formation. Ce n'est pas parfait. C'est difficile de former 180 agents sur l'ensemble de nos sites, jour, soir, nuit. C'est vraiment pas donné, mais on essaie de mettre en place des mécanismes, que ce soit chaque agent qui travaille chez nous a son adresse courriel, alors on peut communiquer avec lui. On utilise des logiciels aussi pour pouvoir envoyer des notes de service, de la formation. On communique souvent avec eux. On essaie d'en prendre soin. On met des superviseurs sur l'ensemble des corps de travail. Les agents sont rarement laissés tout seuls. Le centre opérationnel est là, pour supporter les agents qui peuvent travailler seuls sur des sites. Donc, je ne me considère pas un méchant client. Au contraire, j'essaie vraiment d'attirer les bons candidats, de les conserver. À date, je peux dire que
somme toute, ça fonctionne relativement bien, même si on est toujours à la recherche de candidats et on a toujours des postes ouverts chez nous. Mais on essaie le plus possible de traiter les gens bien. Il y a des gens qui partent de chez nous, mais ils partent toujours pour mieux. Puis ça, à chaque fois qu'ils quittent, je leur signe une lettre de recommandation, comme ça les aide dans leur avenir. J'ai aucun problème, moi, à faire ça. Au contraire, la sécurité, c'est un très, très petit monde. Alors, si je suis gentil avec quelqu'un maintenant, il y a des bonnes chances que plus tard, il me revienne. Exemple, les techniques policières, quand j'emploie des techniques policières, les gens qui sont en technique, qui viennent étudier, qui viennent travailler chez nous, je sais que je les garde pour 1 an et demi maximum. Mais lorsqu'ils quittent, je ne perds pas un agent de sécurité, je gagne un policier. Parce que ces policiers-là vont venir m'aider plus tard et ils connaissent notre organisation. Ils savent comment on est organisé, puis ils peuvent aider nos usagers aussi, parce qu'ils risquent de les revoir dans les rues de Montréal. Alors, c'est gagnant-gagnant. Je me souviens plus qui disait « Be nice to the people on your way up, you'll meet them on your way down ». J'ai toujours essayé de me rappeler de ça. Et puis, on essaie de mieux possible de bien traiter nos agents chez nous. Très bien. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour nous tous? Des remerciements, des salutations? Ben, en fait, je vais remercier l'ensemble des agents de sécurité, puis je vais dire du Québec, okay? Parce que vous avez fait un travail vraiment extraordinaire durant la COVID, dans des conditions vraiment pas simples. Puis je veux surtout pas que, pour ceux et celles qui ont choisi cette profession-là, okay? Parce que des fois, c'est une profession qu'on... Vous savez, moi, je vous avoue quelque chose, je l'ai faite parce que c'était mieux payant que le salaire minimum. Okay? Je ne m'enlignais pas là-dedans pantoute. Puis j'ai découvert un monde complètement fascinant, puis j'ai eu des belles opportunités, puis j'ai eu des gens qui m'ont aidé aussi. Alors, si j'ai un message, c'est découragez-vous pas, soyez ouverts, parlez de vos aspirations, allez voir le client, dites-lui que vous voulez avancer, que vous voulez grandir dans cette organisation-là. Appelez les directeurs de compte à l'agence qui vous emploie. Dites-leur que vous voulez avancer, que vous voulez apprendre, que vous voulez faire quelque chose de votre vie dans la sécurité. Et puis, ça va arriver qu'ils ne répondront pas ou qu'ils ne répondront pas favorablement, ou il y en a même qui ne vous répondront même pas. Mais ça vaut la peine d'essayer. Vous savez, dans la vie, on cogne aux portes. Si la porte ne rouvre pas, tournez la poignée puis poussez. C'est comme ça que ça fonctionne une porte. Hein? On n'est pas obligé de rester derrière la porte fermée. Là. Tu tournes puis tu pousses. Et puis, écoute, c'est barré, tu passeras à la prochaine. Et puis, ben, si jamais ça ne fonctionne pas, ben, vous pouvez m'appeler puis je vais essayer de vous donner un coup de main pour vous faire avancer. Excellent. Très bien dit. Bien, merci beaucoup pour cette... Mais là, appelez-moi pas tout en même temps, par exemple, parce que je vais avoir de la difficulté à gérer. Là. Mais je suis toujours ouvert à aider les gens qui veulent bien s'aider. Excellent, M. Lapointe. Merci beaucoup pour votre participation à Parlons Sécurité. C'était très instructif. Merci à vous. Mon nom est Graziella Charles. Si vous recherchez de l'emploi dans le domaine de la sécurité, rendez-vous au 10-4database.com, qui est le site d'emploi réservé pour les agents de sécurité certifiés. L'inscription est gratuite. Tout ce dont vous avez besoin est votre BSP valide et votre CV. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous sommes aussi sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Venez nous encourager. Merci, cher auditoire, pour votre présence et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Sécurité.